Nous allons ouvrir immédiatement ce symposium sur la recherche en sciences infirmières. Alors, je vous présente immédiatement Odette Roy, qui va animer ce symposium et qui va présenter les conférenciers. Odette Roy est infirmière. Elle est détentrice d'un PhD de l'Université de Montréal et elle est adjointe à la directrice des soins infirmiers et de la prestation sécuritaire des soins et des services à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal, Québec. Alors, je cède immédiatement la place à Madame Roy. Merci, André. Alors, chers collègues, bienvenue aux infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Merci de vous joindre à cet important symposium international organisé par le CIDIF, intitulé « La recherche en sciences infirmières, un levier pour le renouvellement des pratiques ». On ne pouvait trouver un titre plus éloquent et pertinent. Il me fait plaisir d'être avec vous et d'agir à titre d'animatrice pour les 2 prochaines heures et d'animer ce symposium. Alors, je souhaite que ce symposium fasse partie des moments les plus mémorables de ce congrès. En premier lieu, j'aimerais remercier le comité organisateur pour cette invitation à animer ce symposium. Sachez, mesdames du comité organisateur, que j'en suis honorée. D'abord à titre de clinicienne, de chercheur et aussi de professeur. Je vous rappelle qu'il s'agit du premier symposium portant sur le thème de la recherche. Alors, la recherche en sciences infirmières est une évidence pour assurer le développement de notre pratique. Puisque le fondement même de notre profession repose sur la pratique clinique, le soin aux patients et à la population, nous avons besoin de plus que jamais de données probantes qui viennent soutenir la pratique infirmière et aussi des recherches qui s'inspirent directement de la réalité clinique, de la formation et de l'administration des soins infirmiers. Il s'agit d'une condition essentielle pour assurer le développement des connaissances et le transfert des savoirs, ainsi que la qualité des soins dispensés aux personnes soignées et à leurs proches. Dans le cadre de ce symposium, nous allons entendre les points de vue de 4 de nos collègues qui ont accepté de venir partager avec nous l'état des lieux en matière de recherche dans 4 coins de l'espace francophone. Les panélistes ont donc été invités à répondre aux questions cruciales suivantes. La première, quels sont les grands axes de la recherche et les questions qui y sont abordées? Quelles sont les retombées des résultats de recherche sur les pratiques? Une troisième question leur a été proposée. Quelles sont les ressources et l'importance du financement? Finalement, quelle est l'importance de la diffusion des résultats de ces recherches dans les publications scientifiques et professionnelles et auprès du grand public? Alors, les 4 panélistes auront donc 15 minutes chacune afin de nous livrer l'essentiel de leurs réflexions. Et après ces présentations, vous serez donc invités, à titre de participants à ce grand symposium, à venir partager, discuter, interroger nos panélistes. Alors, sans plus tarder, je vous présente, j'invite Anne-Sylvie Ramlet, une Suissesse qui a un parcours clinique dédié aux soins des enfants. Anne-Sylvie a œuvré comme infirmière en soins intensifs pédiatriques, adultes et en néonatologie en Suisse et en Australie, lieu où elle a obtenu également son doctorat et un post-doctorat, toujours dans le domaine des soins aux petits-enfants. Anne-Sylvie est activement engagée dans différents groupes de direction de recherche clinique, notamment ceux avec la Société des infirmières de soins intensifs en Australie. En 2006, Anne-Marie Ramlet est engagée comme professeure à la Haute École de santé Vaud à Lausanne et comme professeure invitée à l'Institut universitaire de formation à la recherche en soins de Lausanne en Suisse. Depuis 2009, elle agit comme maître de conférences et d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne où elle a été nommée récemment professeure associée. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole. Accueillons Anne-Sylvie Ramlet.
Merci Odette pour cette introduction. Déjà, j'aimerais remercier le conseil scientifique du CDF pour m'avoir invité aujourd'hui et pour me donner l'opportunité de parler de la recherche en Suisse. Vous m'entendez? Ok. Donc, je vais tenter de répondre aux 4 questions qu'on m'a données et c'est très humblement que je vais présenter un snapshot de ce qui se passe en Suisse. Je dis très humblement parce que, bon, d'une part, ça fait que 3 ans que je suis de retour dans ce pays et aussi que ça représente différentes... Le contexte suisse est assez complexe. Donc, vous savez qu'on a à peu près 26 cantons avec 4 régions linguistiques. Et puis, on a, je crois qu'on en a beaucoup parlé déjà jusqu'à maintenant, des différences de formation qu'on a entre la Suisse allemande et la Suisse romande, où à peu près on a entre 10 et 15% d'infirmières qui détiennent un bachelor en Suisse allemande, alors qu'en Suisse romande, tout le monde a la même formation au niveau bachelor. Et les premiers sont sortis en 2006. Au niveau de la formation post-grade, juste pour vous situer, on a 2 instituts universitaires. Un qui a été créé en l'an 2000 à Bâle et puis récemment en 2007 l'Institut de Lausanne a été formé, donc l'IUFRS, avec les premiers doctorats qui sont sortis en 2008 et les masters en 2009. Enfin, qui ne sont pas sortis, qui ont commencé leur programme. Juste un petit historique de la recherche en Suisse. Donc, en Suisse romande, en tout cas, avant que l'Institut universitaire se forme, donc il y a eu tout un mouvement pour l'académisation des formations, avec la création des hautes écoles spécialisées, donc les HES. Et puis, il y a un article qui est paru dans la recherche des sciences infirmières, que vous avez peut-être eu l'occasion de lire, par Michel Nadeau, qui retrace vraiment l'historique de la formation de la recherche en Suisse et dont je me suis inspirée. Qui démontre qu'à partir des années 95, que la recherche des HES entre guillemets légitime a commencé à apparaître dans le contexte suisse. Il y a eu des définitions qui ont été sorties, il y a eu aussi pas mal de divergences, qu'est-ce qui était recherche versus prestation de services. Mais à partir des années 2000, il y a eu tout un mouvement pour le soutien de la recherche et aussi pour l'accréditation des HES où justement le mandat de la recherche fait partie. Il y a un fonds spécial du Fonds national suisse qui a été créé, qui s'appelait Doré, qui devait vraiment donner une impulsion aux nouveaux chercheurs de la santé et du travail social. En l'an 2000, donc, comme j'ai dit, il y a l'Institut universitaire qui s'est formé à Bâle, mais ça nous a pris 7 ans pour la Suisse romande pour poursuivre dans le même chemin, si vous voulez. Et puis, à part les fonds nationaux de recherche, il y a les fonds stratégiques de la HESSO. La HESSO, c'est la haute école spécialité faîtière qui regroupe toutes les HES, toutes les écoles en fait de Suisse romande, où il y a des réseaux qui s'appellent REXO, qui donnent en fait des fonds de recherche pour des projets de base. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Et puis, récemment, ces réseaux ont été démantelés pour séparer la santé du travail social. Donc, pour répondre à la première question, quels sont les grands axes de recherche en Suisse? On a la chance d'avoir un agenda pour les sciences infirmières qui a été publié récemment. Donc, un agenda qui est pour en 2007 et 2017, donc sur 10 ans, et qui regroupe 7 axes principaux, dont le premier est de mesurer l'efficacité dans les soins. Le deuxième, ajuster les prestations de soins à un système de santé qui se transforme, et ceci est d'autant plus vrai dans notre système suisse, et je vous en parlerai au prochain slide.
Identifier des phénomènes significatifs dans les soins, évaluer l'influence du contexte de travail sur la qualité des soins, fonctionnement des réseaux primaires et sociaux, prise en compte de la multiplicité des circonstances de vie de chaque individu et traduction des principes éthiques dans les soins. Donc vous pouvez remarquer que ces thèmes sont très larges et globaux. Il y a des agendas un peu plus précis qui ont été élaborés pour les spécialités des soins, en l'occurrence les soins psychiatriques, les soins oncologiques, en gérontologie, pédiatrique et vasculaire, qui donnent des axes un peu plus spécifiques pour ces spécialités. Mais cet agenda est vraiment important pour le développement de la recherche en Suisse et qui permet aussi aux institutions de se calquer sur cet agenda. Je reviens sur le deuxième thème qui a été évoqué, ajuster les prestations de soins à un système de santé qui se transforme. Et dans le contexte suisse, donc au mois de juin, il y aura une votation sur les nouveaux systèmes de soins intégrés qui va changer le paysage de santé de manière quand même assez importante et qui va probablement ouvrir des portes de nouveaux rôles pour les sciences infirmières. Au niveau des axes prioritaires, donc, au niveau de la recherche en Suisse, donc on a le postgrad donc qui est basé à l'université, si vous voulez, mais en Suisse romande, on a un master conjoint HES-SO universitaire. En Allemagne, c'est universitaire basé à Linz, mais on a aussi de la recherche qui se fait au niveau des HES, où chaque HES en fait a son unité de recherche en santé ou en soins. Les axes, là je vous présente vraiment les axes prioritaires des deux instituts universitaires. Ça ne veut pas dire que les HES n'ont pas leur propre axe prioritaire, mais chaque école a sa propre politique, j'ai envie de dire, et je crois que Madame la doyenne de l'unité de recherche de la source, je ne la vois pas là-bas, va présenter justement une présentation demain, si je ne me trompe pas, sur le vieillissement et la recherche. Donc on voit qu'il y a des écoles qui se sont profilées, qui ont adopté une vision et une politique de recherche selon souvent d'ailleurs les compétences qu'ils ont à l'intérieur des écoles. D'autres écoles sont un petit peu moins organisées, soit parce qu'ils ont des compétences très diverses, et là je pense par exemple à la Haute École de Santé Vaud, ou à d'autres écoles où ils sont en train de définir encore ces axes prioritaires. Mais pour la Suisse romande, donc à l'Institut universitaire de recherche, de formation de recherche en soins où je travaille, on a 3 axes prioritaires qui sont centrés sur les soins aux personnes âgées, aux soins aux personnes en situation critique et soins aux personnes à la santé mentale compromise. Et tous ces axes de recherche sont, les programmes de recherche, chaque personne qui est rattachée à l'UFRS a un programme de recherche. On travaille beaucoup aussi avec des chargés de cours qui sont basés dans les HES, qui nous soumettent aussi des questions ou des problématiques dans leur champ de recherche sur lesquelles nos étudiants travailleront soit à travers un master ou un doctorat. Au niveau de l'Institut de Bâle, là, ils sont plutôt centrés sur la sécurité des patients, qualité des soins, nouveaux modèles de soins et les personnes atteintes de maladies chroniques, population vulnérable, et aussi par rapport au personnel infirmier, staff, etc. Pour répondre à la deuxième question, les retombées des résultats de la recherche sur les pratiques, bien, vu qu'on est très jeune par rapport aux pays anglo-saxons ou d'autres pays comme le Canada, j'ai envie de dire, on a très peu de recul par rapport à la recherche locale, j'ai envie de dire. En Suisse alémanique, donc ils ont une dizaine d'années derrière eux. Et puis là, vu qu'ils ont développé beaucoup de nouveaux modèles de soins,
il y a un programme en fait de recherche qui est dirigé par Rebecca Spirig à Zurich, où il commence à tester en fait ces nouveaux modèles de pratique avancée et l'impact que ça a sur le résultat des patients. Et cette étude est en cours. Au niveau de la Suisse romande, on n'a pas assez de recul pour démontrer l'impact qu'on a de la recherche qu'on fait. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans avant de mesurer l'impact de la recherche, on pensait que c'était judicieux de voir déjà comment les infirmières utilisent en fait les résultats de recherche dans la pratique, et on a actuellement 3 étudiants master qui travaillent sur l'identification des attitudes et des obstacles à l'utilisation de la recherche. Et hier, il y a eu une séance parallèle avec un projet à Fribourg qui a aussi montré un partenariat clinique recherche où ils ont le but primaire est justement d'utiliser faciliter l'utilisation des résultats de recherche. Et au niveau plus local, lausannois, on a le projet BEST qui sera présenté demain, mercredi, par la chef de projet Sandrine Dain, mais qui est un projet aussi pour faciliter l'utilisation des résultats de recherche. Et le BEST est en fait affilié au Joanna Briggs Institute. Au niveau plus national, on a le SRAN 2 qu'on appelle, c'est le Swiss Research Agenda for Nursing, qui en fait, donc on a je dis on, mais c'est pas moi, c'est le groupe de projet du SRAN qui a identifié les axes thématiques de la recherche. C'est mis dans une deuxième phase en fait d'action, si vous voulez, pour en fait définir un plan d'action et préciser en fait les conditions de recherche en Suisse pour mieux cibler et, si vous voulez, favoriser l'implantation des axes de recherche dans les différentes unités de recherche. Il y a aussi un des objectifs de ce projet est vraiment de faire une cartographie des financements possibles, et surtout après Doré, et je vais en revenir après sur les financements, et puis aussi de faire des demandes de subventions pour mettre à bien ce projet-là. Donc je ne peux pas vous donner les résultats parce qu'il est en cours. Au niveau des sources et de l'importance du financement, donc, comme dans tout pays, on a des sources de financement privées et publiques. Au niveau privé, c'est au niveau des fondations. Et puis là, je dois me tenir de citer la fondation Lennart, qui est une fondation locale qui soutient la recherche chez les personnes âgées, et dont nos étudiants, plusieurs de nos étudiants ont bénéficié de bourses et de prix. Au niveau public, donc on a les réseaux HES-SO, donc des hautes écoles spécialisées, donc l'organe fêtière des hautes écoles spécialisées. On a les fonds internes au niveau universitaire, et puis on a le Fonds national suisse. Donc au niveau des réseaux HES-SO, donc je vous avais parlé de ces réseaux qui sont là pour soit offrir des compléments financiers. Donc, par exemple, si on a un projet qui a été financé, mais qu'à 70% du budget, on peut aller chercher des compléments financiers. Ça soutient aussi des projets qui ne seraient pas financés par des fonds hautement compétitifs, ou alors des projets, des études pilotes. Et ces réseaux ont soutenu 143 projets dans la santé en 2004 et 2011. Et puis, il y a aussi quelques projets dans le bleu. Là, vous voyez qu'il y a le travail social. Il y a aussi quelques recherches dans le domaine de la santé qui peuvent aller dans les réseaux sociaux. Donc la limite n'est pas si facile à définir, et qui a de ces 143 à 163 projets, il y a à peu près 33% des projets qui ont été subventionnés par le Fonds national suisse, donc le Fonds spécial Doré. Au niveau du Fonds national suisse, donc il y a différents encouragements
à la recherche au niveau des carrières. Donc, il y a des bourses de professeurs, par exemple. Et puis, il y a des subventions pour des projets et il y a des subventions pour des programmes. Donc là, il y a d'autres choses, mais c'est ce dont je vais parler. Au niveau des projets, donc, je reviens au Fonds Doré. Ça, c'était vraiment un fonds spécial pour aider les hautes écoles spécialisées à consolider leurs compétences en recherche. Et puis qui est en fait terminé maintenant. Donc c'est un grand chapitre qui s'ouvre pour la recherche, c'est un grand défi aussi pour la recherche en sciences infirmières, parce que là maintenant on entre dans les divisions en fait, biologie et médecine et sciences humaines. Selon l'axe que prend notre recherche, on pourra, si on a une recherche plutôt clinique, on ira en division 1, donc biologie et médecine en rose, ou alors une recherche plutôt focalisée sciences humaines dans le jaune, hein, le 16%. Et là, on aura, j'ai envie de dire, on va vraiment jouer dans la cour des grands où la compétitivité est égale pour tout le monde. Ce slide vous donne juste une petite idée du nombre du financement qui était attribué dans les différentes divisions. Division 1, donc pour les sciences sociales, et puis en division 3 pour la médecine. Ce que j'ai fait, vu que les sciences, on n'a pas en fait de discipline ou de division sciences infirmières au Fonds national suisse, pas encore en tout cas. Et puis, vu qu'on peut entrer, enfin on peut appliquer dans les divisions 1 et 3, donc division 1 santé, les sciences sociales et 3 biologie et médecine. J'ai fait une recherche dans les bases de données des projets financés par le Fonds national suisse avec comme mot-clé nursing. Et j'ai trouvé 36 projets. Et j'ai été voir exactement quels les titres, en fait, et les investigateurs de ces projets. Et en fait, j'en ai recensé en fait que 6 de ces projets qui étaient vraiment, je dirais, ancrés sciences infirmières, basés bien sûr sur le titre et l'abstract seulement. Mais même si on prend dans les 36 projets qu'on avait, on pouvait par exemple trouver des projets qui évaluaient par exemple des représentations sociales que se faisaient les infirmières pour une telle ou telle thématique. Donc même si on prend le maximum de projets, pas purement sciences infirmières, si j'ose dire, ça nous amène à vraiment un nombre limité de projets financés par le Fonds national suisse. Quelle est l'importance des publications? Je me dépêche parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Moi, peut-être que je ne vais pas être très populaire, mais moi, je suis de l'école où il faut publier en anglais. Pas seulement en anglais, en français aussi, mais pourquoi? Je vais vous expliquer. Le Fonds national suisse, en fait, évalue ces projets sur... un des critères d'évaluation, c'est le background et la rigueur, le background scientifique des investigateurs. Et là, ils font une bibliométrie. Et ils vont regarder de quel journal à haut facteur d'impact, etc. Donc, si vous avez publié que dans des journaux français, votre bibliométrie sera elle sera quasi nulle. Donc, pour nous donner le plus de chance, c'est important de publier en anglais. Et aussi pour diffuser nos résultats, non seulement dans la communauté francophone, mais internationalement. On est beaucoup trop petit pour juste rester francophone. Par contre, au niveau local et au niveau de la francophonie, c'est très important qu'on mette nos résultats, qu'on publie aussi en français pour que nos résultats soient accessibles par tous. Là, je vais passer très vite, mais juste pour choisir les bonnes publications, il y a un article qui est très intéressant qui est sorti sur Publishing Research. .net, où en fait le sujet de l'article est le point le plus important, ou c'est le déterminant qui fait que quelqu'un va en fait lire votre article. Et puis le deuxième, c'est l'accessibilité online.
La publication, nos transferts des connaissances ne s'arrêtent pas aux publications, mais aussi à l'utilisation des recherches. Et je pense que en tant que chercheur, notre travail ne s'arrête pas aux publications, mais aussi à la facilitation et au transfert des connaissances. Et là, j'ai envie de citer le JBI et Cochrane Nursing Care Field, qui font un travail fantastique par rapport au transfert des connaissances. Et pour conclure très rapidement, j'ai envie de dire que la recherche infirmière en Suisse est très récente, mais qu'elle s'est développée très rapidement et qu'aujourd'hui, on a des défis devant nous au niveau des subventions et qu'on doit être très compétitif et ça va nécessiter de nouvelles collaborations. Merci. Merci infiniment, Dr. Hamlet, pour cette excellente présentation. Alors maintenant, on va se déplacer vers le Liban, si vous voulez bien. Alors j'inviterai donc ma collègue Claire Zablit à se présenter. Et Claire, vous le savez, a été nommée nouvelle récipiendaire du prix de reconnaissance du CDF ce matin. Alors on l'applaudit encore une autre fois. Bravo! Alors, Claire est libanaise, elle est infirmière depuis 1977. Elle détient une formation de diplôme d'études en administration et une maîtrise en administration des affaires. En plus d'assurer les fonctions de doyenne à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, elle est présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers depuis 2009 au Liban. Alors, malgré ses nombreuses responsabilités administratives, Claire Zablit continue ses activités d'enseignement d'une façon extrêmement rigoureuse puisqu'elle s'y investit du côté du 1er et du 12e cycle dans ses domaines de prédilection, en l'occurrence le jugement clinique, ses domaines de recherche, la qualité de vie des différentes clientèles et les aidants familiaux. Madame Zablit a collaboré à plusieurs recherches sur, en l'occurrence, les études sur les aidants familiaux et les personnes âgées et la qualité de vie. Et actuellement, elle travaille activement sur 2 recherches nationales, soit l'image de soi des infirmières et la violence envers les infirmières. Claire Zablit est depuis 2006 coordonnatrice de la cellule de santé à l'université, un regroupement dont l'objectif principal est d'offrir des services à la communauté, notamment celle des régions défavorisées. Alors, je lui cède la parole. À toi. Alors, bonjour encore une fois. Je vais commencer un peu par faire l'état des lieux sur la recherche en sciences infirmières au Liban, en vous situant un peu le système de santé, en parlant un peu du système de santé dans lequel se situent les soins infirmiers. Donc, notre système de santé est difficilement classable et le système ne correspond absolument pas à ces catégories modernes de concepts globaux de santé. Il présente vraiment un aspect hybride quant à l'organisation et la gestion des soins autant qu'au financement et au coût, au financement des soins de santé. Donc, notre système de santé présente des caractéristiques, et là, à commencer par les dépenses de santé sont assez élevées, ils sont de l'ordre de 8,1% de notre PIB, et la majorité des soins sont curatifs. Nous avons des régimes de couverture assez multiples, publics, semi-publics et privés, et le secteur public est subordonné au secteur privé. Nous avons le secteur privé qui contribue à 71% des soins de santé et la part des ménages, c'est 44% du total des dépenses de santé. Et en fait, ces dépenses sont soit payées pour les médicaments et les visites et les honoraires des médecins. Et actuellement, depuis l'an 2000, le gouvernement est en train d'établir une nouvelle politique de santé et ça a commencé par l'accréditation de nos hôpitaux dans un but d'améliorer la qualité des soins.
Alors, le profil de la population libanaise, certains d'entre vous, alors situés sur la carte mondiale de l'avant-midi, le Liban s'étend sur une superficie de 10 452 km² et que tous nos voisins se disputent pour en prendre une partie, même petit qu'il est. La population, le nombre d'habitants est estimé à 3 900 000 habitants. Et cette population se caractérise en fait par une transformation démographique, puisque le nombre de personnes âgées, à l'instar de tous les pays du monde, est en augmentation. Les études montrent que les comportements à risque chez les adolescents sont élevés. Nous voyons une augmentation de la consommation de tabac, la consommation d'alcool. L'obésité est en train de gagner du terrain chez les enfants. Le nombre d'enfants qui est en surpoids, en obésité, est en train d'augmenter. Et les causes de morbidité les plus fréquentes qui ont été recensées par le ministère de la Santé publique se situent surtout au niveau des maladies cardiaques, telles l'hypertension, l'hyperlipidémie, l'infarctus, autant que le néoplasme et surtout les tumeurs cancéreuses. Et on note que le cancer du sein est le cancer prédominant. Et certainement le diabète, parmi les maladies chroniques, nous avons dans les dernières publications 18% des Libanais qui sont diabétiques. Bien qu'on mange sain et on fait attention, mais peut-être on a trop de bonne douceur. Alors, dans ce contexte-là, nous avons beaucoup de défis à relever. Vous voyez bien que nos coûts de santé, à 8,1, vous allez dire, ce n'est pas énorme, mais à comparer avec ce que j'ai entendu ce matin, pour la Suisse, c'était à 11%. Mais les déterminants de santé montrent que nous n'avons pas des déterminants de santé qui sont assez bons. Donc, on a des dépenses qui sont surtout curatives pour des résultats qui sont pas brillants. Nous avons un grand défi à relever pour que ce financement n'aille vers le curatif. On peut vraiment investir et plutôt faire un shift, un changement vers le préventif. Les maladies chroniques sont en augmentation, donc nous devons certainement les prendre en charge. Répondre aussi à la prise en charge des personnes âgées, et surtout on a une caractéristique très importante, c'est pour ça qu'il y a des collègues qui travaillent beaucoup sur les aidants familiaux, parce que la majorité des personnes âgées sont à domicile au Liban. Donc ce sont les aidants familiaux qui s'occupent d'eux avec des services de santé formels presque inexistants. Et certainement, un grand défi, c'est l'optimisation de la qualité des soins. Alors, qui va soigner? Ce sont nos infirmières. Nous avons recensé à l'ordre des infirmières, nous sommes aux alentours de 10 000 infirmières. 46% d'entre elles sont titulaires d'un baccalauréat en sciences infirmières, donc on appelle licence. Et 87% exercent en milieu hospitalier. 80% sont dans le secteur, excusez-moi, mais le secteur privé et absolument pas dans le secteur public, c'était une erreur. Et 67% sont âgés de moins que 35 ans. Donc les infirmières libanaises, jusqu'à présent, quittent la profession assez jeunes. Donc on n'a pas le souci de départ à la retraite pour les remplacer, mais on a simplement un grand souci de suppléer au départ, et le départ qui est très précoce. Alors, ces infirmières, en fait, sont formées au niveau des 2 cycles, puisque c'est depuis 1979 que la loi régissant la profession infirmière reconnaît la formation universitaire au Liban. Donc, au niveau du premier cycle,
j'ai situé cette formation par rapport au thème de notre symposium qui est la recherche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On forme les étudiants au raisonnement critique, on les initie au processus de la recherche et on les initie aux données probantes dès le premier cycle de formation. En deuxième cycle, les programmes de deuxième cycle ciblent l'expertise dans un domaine clinique spécifique de soins à l'enfant, de soins critiques ou dans les soins en santé communautaire ou bien dans la recherche. Et certainement, on leur apprend à utiliser les données probantes. Et la formation de troisième cycle n'est présentement pas n'existe pas au Liban, donc nos professeurs se dirigent, s'ils sont francophones, puisque le Liban est francophone et anglophone, donc s'ils sont francophones, ils se dirigent plutôt vers Montréal, vers le Canada, et s'ils sont anglophones, ils se dirigent vers les États d'Amérique. Alors, nos questions de symposium, les axes de recherche, les retombées des résultats de recherche, le financement, la diffusion des résultats. Ma présentation ne sera pas dans cet ordre-là et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, la recherche est très limitée au Liban, elle est encore vraiment à ses débuts et elle se limite. C'est ce que j'ai senti quand j'ai commencé à préparer cette présentation il y a quelques mois. Et j'ai vu que la réalisation et l'utilisation de la recherche étaient très limitées. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais venir faire à Genève et présenter? Quelle utilisation faire? Quel financement? Donc, j'ai fait un focus group avec 10 personnes et qui représentent plusieurs universités et plusieurs personnes, plusieurs cadres dans des hôpitaux et dans deux types d'hôpitaux, universitaires, pas universitaires, des profs à l'université et qui enseignent la recherche. Et en fait, c'était pour voir quelles étaient leurs perceptions, chacun dans son milieu clinico-académique, quant à la réalité libanaise de la recherche en sciences infirmières. Donc voilà, les participants, ils étaient au nombre de 10 et l'une d'entre elles était une directrice de soins. Alors, à ma question, c'est comment se fait la recherche ou dans quel cadre se fait la recherche? Et en fait, nous faisons les recherches soit pour des exigences académiques, ce sont des étudiants de deuxième cycle, ils doivent terminer leur master ou leur maîtrise et ils doivent réaliser un travail de recherche. Des exigences de carrière, parce qu'un prof doit publier, parce qu'un prof doit faire de la recherche. Donc, ils font de la recherche, mais vous allez voir que ce n'est pas financé. Ou bien des exigences d'accréditation. Actuellement, les cadres de soins utilisent les données probantes parce que ça devient une exigence, c'est une norme standard dans le référentiel d'accréditation imposé par le ministère de la Santé à tous les hôpitaux au Liban. C'était donc, il faut utiliser des protocoles scientifiques avec des données probantes. Alors, les thématiques sur lesquelles tournent nos études et nos recherches, nos travaux de recherche, c'est sur les comportements de santé dans les maladies chroniques. Et vous voyez bien que ça n'émane pas. En fait, les thématiques sont choisies d'après les personnes que j'ai interviewées. Ils viennent soit parce que je trouve un mentor ou un directeur dans le cadre de ma maîtrise ou de mon doctorat qui veut bien suivre ou diriger mon mémoire, ou bien parce que, ça plaît à tel ou tel organisme, il va me donner quelques sous. Mais quand même, il y a un parallélisme avec l'état de santé de notre population. C'est pour ça qu'on travaille sur le diabète, on travaille sur les maladies cardiaques, sur les expériences de santé dans les cancers du sein. Et en fait, le thème des cancers du sein est le plus développé au Liban.
Sur les aidants familiaux de personnes âgées, on a 3 projets, 3 études qui ont été réalisées. Et je tiens là à vraiment rendre hommage à Madame Louise Lévesque qui, grâce à elle, nous a initiés à la recherche et nous a fait montrer l'importance des personnes âgées et des aidants familiaux auprès des personnes âgées. Et puisque l'accréditation l'exige et les risques et la sécurité du patient sont une priorité, donc les pratiques infirmières, nous travaillons les pratiques infirmières liées à la prévention des accidents et des infections nosocomiales et à l'environnement de travail, étant donné que nous sommes en manque d'infirmières et nous voulons recruter les infirmières, nous voulons les retenir au travail, donc c'est un sujet. Donc ces recherches sont surtout exploratoires ou descriptives, dans un contexte bien spécifique, soit un milieu donné, soit un hôpital, soit une institution, soit une petite communauté venant d'un centre de santé. Et la diffusion, certainement, des résultats est tout à fait très limitée. Alors, que fait-on des résultats de la recherche? Eh bien, les études qui sont faites au Liban sont gardées dans les tiroirs. Et quand c'est une thèse de doctorat, elle est publiée ou bien elle est communiquée dans le cadre de ce congrès. Donc, on n'en fait rien. C'est pour ça que on n'utilise que les résultats et les données probantes de la revue de la littérature internationale, que ce soit en milieu académique, parce que nous cherchons à dire quel programme est le meilleur pour avoir telle compétence, quel type de cours, donc on rentre pour voir les contenus pour préparer nos cours, quelle méthode pédagogique a trouvé un succès ou un bon résultat pour l'utiliser. Et en milieu clinique, comme je l'ai déjà mentionné, c'est pour élaborer des protocoles et des procédures de soins. Donc les retombées, en milieu académique, nous voyons la performance des étudiants. Donc, on a toujours ce contact, mais c'est toujours informel, c'est une évaluation informelle du terrain. Et la performance des enseignants, c'est l'évaluation qui est faite par les étudiants. C'est vrai qu'elle est formelle, presque dans toutes les universités, mais quand même, elle n'est pas publiée, on n'en fait pas grande utilité. Sur le plan national, mais sur le plan local, sur le plan, je veux dire, contextuel, dans une faculté, en fait, ces résultats sont utilisés pour pouvoir réinvestir et améliorer. En milieu clinique, l'impact est beaucoup plus mesurable puisqu'on utilise des données probantes et nous utilisons, c'est à partir d'indicateurs et d'audits et tout ça parce que c'est la réglementation. Les problèmes rencontrés, je les ai divisés en 4 catégories. Ils sont liés au contexte. Des données nationales sont non fiables. Je peux vous dire que j'ai été pour trouver quel est à 3 fois j'ai changé. Je voulais vous mettre le nombre de lits d'hôpitaux et j'avais 4 sources, mais vraiment sources officielles et 4 données qui étaient contradictoires. Il n'y a pas de formulation de priorité des thématiques, comme je l'ai bien vu chez nos collègues suisses, et qui aident beaucoup à orienter et les étudiants et les professeurs dans ces thématiques de recherche. Pas de subventions allouées à la recherche. Alors, ni le ministère de la Santé n'alloue. L'OMS peut limiter parfois un sujet sur les personnes âgées ou sur la santé des femmes, mais c'est tout. Et même l'agence universitaire de francophonie, dont le vice-recteur était là ce matin, donc si quelqu'un est dans le cadre de son doctorat, oui, on peut subventionner à condition qu'il soit âgé de moins que 35 ans. Donc vous imaginez, il faut faire de la recherche avant qu'on soit âgé de 35 ans. Et certainement, il n'y a pas de reconnaissance de la recherche en sciences infirmières parce qu'il faut de l'argent pour en faire, pour publier, pour donner des résultats. Et donc, qui vient avant, la poule ou les œufs? Donc, on est entre les deux. Lié à l'institution, on a pas mal d'institutions où la culture de recherche n'existe pas. Il y a l'absence de leadership ou un rôle modèle. Et ça, les personnes avec qui j'ai fait ce petit entretien ont beaucoup insisté qu'on a besoin de chercheurs. Et on n'a pas d'expertise. On a envie de faire des recherches d'intervention, mais on manque de directeurs et on manque d'experts dans des thématiques ou dans des méthodes de recherche.
Alors, lié aux acteurs, quand même nos connaissances, bien que les deux masters sont, le master est développé et on a des professeurs titulaires de leur doctorat, mais on ne peut pas généraliser que les connaissances sont suffisantes à la recherche. On n'est pas motivé, c'est la surcharge de travail, disent-ils. Oui, c'est vrai, dans les universités, il faut publier, mais quand on regarde la charge de travail des professeurs, la recherche ne fait pas partie de leur profil de poste. Ils doivent faire de la recherche durant les week-ends ou sur leur temps de repos. Mais quand même, ils doivent publier. Et on manque de collaboration intra- et interdisciplinaire. On travaille en silo, même entre facultés de sciences infirmières. Et ça, c'est vraiment un point faible pour nous. Alors aussi, pour la recherche, il y a 3 ans, je dis que peut-être la recherche est difficile parce qu'on ne trouve pas d'articles en français. Là, on s'est dit, comme les articles en français ne venaient pas, on a appris l'anglais et on a perfectionné notre anglais et ça dès la première année du baccalauréat. Mais quand même, les articles sont difficiles. Parfois, c'est difficile à interpréter. Les retombées dans certains articles ne sont pas très claires, donc ce qui fait que les infirmières ne sont pas motivées à les utiliser. Et au Liban, la diffusion est presque inexistante des résultats. Donc, je peux conclure en disant que la recherche en sciences infirmières à notre niveau national, c'est l'apanage d'initiatives personnelles. Elle est très disparate, donc on a une étudiante qui travaille sur un aidant familial, puis l'autre sur le diabète, alors que si on a une thématique et on a une priorité de travaux, on serait à ce moment-là, on compléterait notre donnée et nos résultats et on avancerait plus dans les données scientifiques infirmières. On n'a pas de centre de recherche, il manque d'experts et certainement le budget est très restreint. Il se limite au conseil d'université, c'est au sein de chacune des universités où il y a un conseil de recherche, où il y a un budget de recherche, et dans les CHU. Alors, sur qu'est-ce qu'il faut suggérer, certainement ce symposium va beaucoup nous apprendre pour voir un peu les échanges, comment on peut aller plus vite pour vraiment répondre aux besoins de santé de cette population. Donc, que ce soit au niveau des instances gouvernementales, que ce soit au niveau de l'ordre, parce que les infirmières souhaitent que toutes les publications faites au Liban soient au moins dans un endroit, si elles ne sont pas publiées, mais au moins accessibles aux infirmières par l'organisation aussi de séminaires. Développer sur le plan institutionnel plusieurs expertises et je vous remercie et j'attends vraiment ce symposium très important pour pouvoir échanger et faire des shortcuts, c'est-à-dire aller plus rapidement dans le développement de la recherche. Je vous remercie. Merci infiniment, Claire Zabit, pour cette belle présentation qui nous amène aussi à voir comment la recherche avance à petits pas, mais vous avez une vision, vous avez finalement des objectifs et je pense que ce symposium-là, comme vous l'avez si bien dit, sera une occasion aussi d'échanger, de partager et puis d'aller chercher finalement du soutien de d'autres collègues. Alors, sans plus tarder, maintenant, je vous amène en France. Alors, Chantal Aymard détient un doctorat en psychologie et sciences de l'éducation. Elle est cadre de santé et elle occupe également des fonctions de maître de conférence. Chantal Aymard est habilitée à diriger des recherches au sein du département des sciences de l'éducation de l'Université d'Aix à Marseille. Elle compte à son actif plusieurs directions d'étudiantes aux études supérieures et Chantal Aymard a fait de nombreuses publications portant sur la recherche en soins, le projet professionnel et l'éducation thérapeutique du patient. Actuellement, Mme Aymard est présidente du comité de sélection du programme de recherche infirmière et paramédicale. Alors, j'invite donc Chantal Aymard à venir se prononcer sa conférence. Merci. Bien, bonjour chers collègues. C'est un grand honneur pour moi et surtout pour la France de pouvoir aujourd'hui à ce congrès présenter où en est la recherche infirmière.
Ah oui, il faut que j'aille sur mon... Avant de commencer, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour Monique Roten-Tondeur, qui aurait dû être là à ma place pour présenter, pour présenter cette communication. Nous l'avons préparée ensemble, mais un problème de santé a retenu Monique Roten-Tondeur et elle était aujourd'hui en intervention chirurgicale et je lui ai dit que j'aurais une pensée pour elle et avec son humour habituel, elle m'a dit « et plutôt une pensée pour mon chirurgien ». Donc, puisque moi, m'a-t-elle dit, je dormirai. Voilà, donc j'ai une pensée pour elle, nous l'avons préparée ensemble. Alors, que vous dire ? Que vous dire si ce n'est que si nous ne pouvons considérer aujourd'hui que la recherche infirmière en France en est à ses balbutiements, le chemin est encore long à parcourir pour que la recherche en sciences infirmières s'inscrive pleinement dans la communauté scientifique nationale et internationale et remplisse toutes les missions scientifiques qui lui sont dévolues. Et d'emblée, vous voyez combien nous sommes dit comment on va répondre aux différentes questions. Alors, c'est toujours intéressant quand on a un défi. On s'est dit, on va y aller quand même. Donc, pourquoi ? Si vous voulez, en effet, il ne fait aucun doute aujourd'hui que les infirmières françaises produisent des travaux de recherche. Cependant, l'état des lieux est très difficile à faire parce que et les résultats sont très difficiles à évaluer et vous allez comprendre pourquoi. Le parcours de la recherche en sciences infirmières en France est très chaotique. On va le voir. Cependant, nous vivons une période passionnante actuellement au regard des perspectives qui se dessinent. Mais cette période qui est très passionnante, et vous allez comprendre, est selon moi très fragile. Alors, quels sont les constats que l'on peut faire ? D'abord, aujourd'hui, il n'y a pas de discipline en sciences infirmières en France. La discipline n'existe pas, nous y travaillons pour qu'elle y soit de façon très intensive, mais pour l'heure, elle n'existe pas. Il n'y a donc pas actuellement de laboratoire de recherche spécifique en France. C'est-à-dire que nous sommes hébergés dans des laboratoires, on va le voir, mais il n'existe pas de laboratoire de recherche en sciences infirmières. Nous y travaillons aussi avec Monique Roten-Tondeur et nous sommes en train de déposer justement une demande d'une unité d'accueil. Mais on ne sait pas si ça sera accepté. La conséquence directe en est un éparpillement des travaux dans différentes disciplines en fonction de l'accueil qui nous est réservé. Il faut aussi dire que les productions internationales sont rares. Les infirmières françaises publient peu en anglais et peu dans des revues de recherche internationales. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a en France une dissociation entre la recherche et la formation. C'est-à-dire que la recherche se fait plutôt dans les centres hospitaliers, on va le voir, et il y a peu de recherche qui se fait dans les instituts de formation. Cependant, actuellement, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que le programme de formation, vous l'avez vu, initial, a été refait et depuis 2009, le nouveau programme apporte un cadre à l'initiation à la recherche en termes d'heures d'enseignement et en termes de contenu. Et que la réingénierie de la formation des cadres de santé est elle aussi en cours. Cependant,
force est de constater aujourd'hui l'hétérogénéité de la formation des formateurs en institut de formation en soins infirmiers. Et donc, comme tous les formateurs n'ont pas forcément développé les compétences pour former à la recherche et par la recherche, la formation des étudiants est alors tributaire de l'orientation épistémologique des intervenants qui dispensent ces enseignements, qui peuvent être bien sûr des infirmiers et des infirmières, mais aussi des sociologues, des psychologues ou des médecins. Alors, pour comprendre cette histoire, pour comprendre cet état, revenons un petit peu et assez rapidement à l'histoire. Si vous voulez, certes, la France accuse un léger retard, reconnaissons-le, au niveau international et au niveau national, mais cependant, son parcours est très chaotique. Dès 1965, il y a eu la création de l'École internationale d'enseignement infirmier supérieur qui a impulsé un travail de recherche. Mais malheureusement, cette école a fermé ses portes en 1995. Et on voit bien que les personnes qui étaient dans cette école ont développé la recherche, puisque dès 1971, il y aura la première conférence de recherche qui se déroulera en France. Depuis, on peut relever aussi que depuis 1980, les infirmières se forment à l'université, entendons-nous bien, hein, ce n'est pas leur formation qui est à l'université, mais post-diplôme d'État, sont allées à l'université pour élargir leur formation et suivre des licences, des masters et des doctorats dans des disciplines variées. Notons aussi en 1985 la création de l'ARCI, qui est la revue qui va publier les travaux des recherches en soins infirmiers en France. Notons aussi la volonté du CNRS, qui est le Comité national de la recherche scientifique en France, pour développer la recherche en soins infirmiers. Le CNRS va dire il faut développer la recherche en soins infirmiers, elle a une utilité sociale. Et alors dès 2009, là on a une impulsion assez forte, puisque en 2009, je vous ai dit, il y a la réforme du programme des études qui permet l'obtention d'un grade de licence aux infirmiers qui sont formés avec leur diplôme d'État. La formation n'est pas intégrée à l'université, soyons clairs, mais les étudiants en soins infirmiers obtiennent en même temps que leur diplôme d'État un grade de licence. Dès 2009, la création de masters en sciences cliniques infirmières au niveau de l'université d'Aix-Marseille, et quelque chose qui va impulser fortement la recherche, c'est la création du programme hospitalier de recherche infirmière par Roselyne Bachelot-Narquin en 2009. Et donc, dès 2010, il va y avoir des projets de recherche infirmière qui vont être financés. Et en 2011 et 2012, ce programme va être élargi aux autres personnels paramédicaux. Les infirmières françaises, comme les autres infirmières de tout pays, ont toujours été très soucieuses de développer la qualité des soins et de la formation initiale et continue. Et donc, avant qu'il existe ce programme hospitalier de recherche infirmière, elles se sont déjà engagées dans ce qu'on appelle le programme hospitalier de recherche clinique en collaboration avec les médecins. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elles se sont inscrites dans les universités pour faire des études. Et une enquête qui a été réalisée par Liliana Jovic, ici présente, et Guy Zambard, par l'ARCI en 2009, voyez, met bien en évidence qu'en 2009, 28 infirmières françaises déclarent avoir un doctorat et 26 infirmières déclaraient être en doctorat en 2009. Ce que je dis aujourd'hui au ministère, c'est que nous pouvons quand même considérer qu'il y a au moins 40 infirmières en France qui sont titulaires de doctorat. Cependant, comme vous le voyez, ça on voit d'emblée la problématique en France, les disciplines sont très éclatées, hein, c'est-à-dire que où les infirmières, dans quelle discipline elles s'inscrivent. Bon, bien sûr, il y a une dominante en sciences de l'éducation, puisque c'est là où il y a le plus d'infirmières qui sont inscrites, mais malgré tout, on voit bien que c'est très éclaté. Alors pourquoi il n'y a qu'un infirmier en sciences infirmières? Tout simplement, c'est quelqu'un qui est allé se former ailleurs, hein, pas en France bien sûr, mais il faut savoir que comme il n'y a pas la discipline en sciences infirmières, le doctorat en France il n'est pas reconnu, voilà. Alors, bien évidemment, vous comprendrez
que cet éclatement disciplinaire, d'un côté, si vous voulez, on s'en sert en disant, regardez, l'ensemble des disciplines, quand même, portent un intérêt, ont trouvé une utilité sociale à la recherche en sciences infirmières, puisqu'elles acceptent qu'on aille faire des thèses dans leur discipline. Donc c'est un facteur favorisant. Cependant, bien sûr, vous reconnaîtrez avec moi que force est de constater que lorsqu'on fait une thèse dans une discipline, l'état des lieux des savoirs en sciences infirmières est un peu délaissé, puisque la discipline va demander que l'état des lieux des savoirs se fasse d'abord dans leur champ d'expertise disciplinaire. Voilà. Donc ça, de mon point de vue, c'est aussi une limite. Alors, malgré ces difficultés, des équipes de chercheurs se constituent. Alors, soit au gré, bien sûr, soit au gré de l'accueil qui leur est réservé dans les universités. Et à l'heure actuelle, si vous voulez, en France, nous sommes 2 infirmières à avoir une habilitation à diriger les recherches. Ce qui parle peu peut-être pour certains pays, mais en France, si on n'a pas d'habilitation à diriger les recherches, on ne peut pas diriger de thèse. Voilà. Donc, nous sommes 2 et nous travaillons, bien sûr, nous encadrons des étudiants en thèse, je vous montrerai. Soit au gré, bien sûr, des structures hospitalières qui, elles, vont effectivement développer la recherche. Et là, vous avez l'exemple du centre hospitalier universitaire de Toulouse qui va exposer dans un autre atelier et qui met en évidence que dans certains CHU, comme celui-là et comme d'autres, bien sûr, la recherche fait partie du projet de soins, que les équipes sont accompagnées, que les travaux sont valorisés puisque des colloques sont organisés et qu'on accompagne les personnes à répondre aux projets de recherche. Quelles sont les thématiques qui sont développées? Eh bien, vous le voyez sur cette diapositive, l'ensemble de la profession infirmière est représenté dans les thématiques qui sont abordées. Je vais passer. Là, vous avez une dia qui vous présente les sujets de thèse, les sujets de doctorat. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Effectivement, que les personnes qui ont soutenu, alors bien sûr, je ne suis pas arrivée à lister toutes les personnes qui ont fait des thèses, mais là, vous avez les thèses qui ont été soutenues et dirigées dans mon laboratoire de recherche et ceux qui sont en cours dans le laboratoire de recherche de Monique Roton-Tondeur. On voit bien l'impact disciplinaire, puisque vous avez bien sûr des recherches en éducation pour la santé dans le département des sciences de l'éducation et sur la professionnalisation des éducateurs, et des recherches sur celle que je vais un peu présenter de Cécile Dupin, sur l'état des lieux de la recherche infirmière et sur la mobilité des infirmières dans le laboratoire sous la direction de Monique Roton-Tondeur. Si on s'arrête par rapport au domaine sur les recherches qui sont menées dans le milieu hospitalier, voilà la recherche qui est conduite par Cécile Dupin à partir des dossiers qui ont été présentés dans le cadre du projet du programme hospitalier de recherche infirmière. Alors qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez sur la première figure sur les domaines investigués que c'est quand même la recherche clinique qui est dominante. Vous voyez, la recherche en formation est minimale et en gestion aussi. À l'intérieur de la recherche clinique, c'est le domaine des investigations infirmières qui est le plus représenté à 91%. À l'intérieur de ce domaine d'intervention infirmière, c'est les comportements de santé qui sont les plus représentés. Et quand on fait un focus sur les comportements de santé, c'est les dossiers qui parlent de l'éducation du patient ou de la promotion du bien-être qui sont le plus représentés. Quelles sont les méthodes qui sont utilisées? Alors, toutes les méthodes de recherche sont utilisées et ça, c'est certainement un indicateur, je n'ai pas le temps de m'étendre, sur la spécificité de la recherche infirmière, même si, effectivement, je pense qu'on a à travailler là-dessus pour construire une épistémologie. Les financements, ils sont privés ou publics. Privé, je vais passer, c'est toutes les associations, les dons. Public, le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, bien sûr, les programmes hospitaliers de recherche clinique, et puis aussi les bourses doctorales. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui font leur thèse et qui arrivent à obtenir des bourses doctorales.
Si je fais un focus sur le programme hospitalier de recherche infirmière, quelle est la visée? Donc, si vous voulez, on a à peu près, je vous le dis, une centaine de dossiers par an qui sont déposés. On en retient une vingtaine. Par rapport, on a un budget de un peu plus de 2 millions d'euros. Donc, ça dépend, si vous voulez, et on va en retenir, on va les sélectionner. La visée, telle qu'elle est précisée, c'est de financer des projets de recherche qui comportent une investigation systématique conçue pour améliorer les connaissances sur les soins ou améliorer les pratiques professionnelles. Et l'objectif de ce programme hospitalier de recherche infirmière est de soutenir le développement de la recherche en soins et l'amélioration des pratiques professionnelles. Il faut savoir que le ministère demande que les personnes qui déposent des projets soient des infirmiers ou des professionnels paramédicaux. Le porteur de projet doit être un infirmier ou un professionnel paramédicaux, sinon il n'est pas retenu. Quel est le champ d'application? Et donc là, vous voyez quelles sont les priorités qui ont été fixées par la Direction générale de l'offre de soins. La qualité et la sécurité des soins, l'organisation et la gestion des soins, la prévention et le dépistage de la maltraitance, l'évaluation des organisations, l'impact des politiques de santé, l'évaluation des interventions et la complémentarité entre les lieux de prise en charge. On voit bien que c'est un programme qui est assez large et qui permet à toute personne qui veut déposer un projet de le faire. Pour conclure, quels sont nos rêves ? Alors, quels sont nos rêves? Tout d'abord, vous l'aurez compris, la création d'une discipline. Nous pensons que tant qu'on ne sera pas arrivé à créer la discipline en sciences infirmières, on aura un peu de mal pour potentialiser les travaux de recherche. La création d'équipes d'accueil. L'équipe d'accueil, ça ne vous parle peut-être pas, c'est la création de laboratoires de recherche spécifiques. Et vous voyez, nous ne sommes pas tellement ambitieux, nous demandons juste un petit laboratoire, une équipe d'accueil. Ce qui permettrait justement d'accueillir les doctorants et que les chercheurs se réunissent et potentialiser l'ensemble des travaux. Bien sûr, la création de facultés en sciences infirmières, ça c'est un rêve qui est peut-être un peu plus difficile à obtenir. Une stratégie de diplôme, ça c'est en cours, bien sûr, de la licence, master, doctorat, articuler le niveau de formation. Notre rêve, c'est aussi de gagner notre place dans la communauté scientifique nationale et internationale. Et nous vous remercions de nous avoir invités aujourd'hui et de développer les collaborations internationales et notamment d'arriver à développer les partenariats dans les co-tutelles de thèse, parce que vous comprenez bien que pour nous c'est un enjeu fort, étant donné qu'il n'y a pas de discipline. Si on arrive à développer des co-tutelles de thèse, on arrivera pour l'heure, en attendant qu'il y ait une discipline, ce qui est des infirmières qui arrivent avec une thèse qui soit sciences infirmières et reconnue par la communauté scientifique. C'est ma dernière diapositive que je dédie à Monique Roton-Tondeur. Je lui demande de venir un peu me secourir ici pour vous parler de son hospitalisation. Et donc, notamment, si vous voulez, est-ce que ces rêves sont réalisables? Voilà. Et Monique parle du paradoxe de la coccinelle. Qu'est-ce que c'est le paradoxe de la coccinelle? Eh bien, Monique dit, une coccinelle, tout le monde l'aime. Vous aimez les coccinelles? Oui, j'espère. Mais peu de personnes la connaissent vraiment. Et peu de personnes cherchent à la connaître vraiment. Alors Monique dit, combien d'entre vous savent qu'une coccinelle peut voler jusqu'à 2000 mètres d'altitude? Non. Alors elle dit, de la même manière, le métier d'infirmière est un des métiers les plus appréciés. Tout le monde aime les infirmières. Peu de personnes connaissent ce métier, que ça soit dans le public, que ça soit dans les professions de santé, mais que ça soit aussi dans notre propre corps de métier. Alors bien sûr, vous comprenez que pour atteindre ces rêves, il nous faut travailler à nous faire connaître, à nous faire reconnaître, à faire savoir ce que l'on fait. Et c'est donc en communiquant et en transmettant les savoirs produits par les chercheurs en sciences infirmières dans des congrès comme celui-ci. Et je vous remercie encore, que la recherche infirmière pourra se développer et prendre pleinement son envol en France. Merci.
Merci infiniment. Merci infiniment, Dr. Aymard, de nous avoir fait un beau tour de la France avec tous les défis qui sont associés. Maintenant, après la Suisse, le Liban, la France, nous allons nous déplacer vers le Québec. Alors, j'inviterai ma collègue Sylvie Cossette, qui est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, à venir à la tribune. Sylvie Cossette détient un doctorat de la School of Nursing de l'Université de McGill. Chercheur au Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, elle est aussi depuis 2006 co-directrice du groupe de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec. Elle co-dirige actuellement le nouveau réseau de recherche issu de ce groupe. Ses travaux portent particulièrement sur les personnes atteintes d'une maladie cardiaque et aux interactions patients-infirmières liées à un meilleur rétablissement chez la clientèle cardiaque. Leader dans le domaine de la recherche, Sylvie Cossette accueille dans son laboratoire de l'Institut de cardiologie de Montréal plusieurs étudiantes à la maîtrise et au doctorat. Elle compte à son actif plusieurs publications dans les revues scientifiques et professionnelles. Alors, bienvenue, Dr. Cossette. Quel accueil. Merci beaucoup, Odette. Ça me fait tellement plaisir d'être ici. Et merci au comité scientifique de m'avoir invité pour présenter un peu l'état des travaux de ce qui se fait au Canada et en particulier au Québec. Vous allez voir qu'on m'a invitée en tant que directrice, co-directrice d'un groupe de recherche. Donc, je vais faire la présentation avec la lunette de cette co-direction qui est le GRISIC, donc la recherche en sciences infirmières vue du GRISIC. Les 4 grands thèmes, on commence à les connaître maintenant, donc on nous a demandé de répondre aux 4 grandes questions, les axes de recherche, les retombées sur les pratiques, les sources et l'importance du financement et l'importance de la diffusion des résultats de recherche. Et je remercie aussi, en passant, vous allez voir, les collègues avec qui je travaille dans ce groupe-là qui vont se voir apparaître tout au long de la présentation. Et évidemment, ce ne sont que des exemples parce qu'il y en a plusieurs autres des chercheurs qui travaillent avec nous. Donc, le GRISIC est un groupe de recherche en intervention en sciences infirmières au Québec. Il a été créé en 2004 grâce à une donation privée, combinée plus tard avec une donation publique. Donc, ce fut un partenariat public-privé pour créer un groupe qui se concentrait au développement de la recherche. Les 4 objectifs étaient développement de la relève, développement de la science infirmière, transfert de connaissances et aussi un effort de cohésion et de collaboration. Je vous illustre tout de suite le début de ces collaborations. Les 3 leaders qui ont participé à la création et mené la création de ce groupe-là sont Céline Goulet, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, qui était à Lausanne très récemment, Mme Nicole Ricard et Mme Céleste Johnson. Donc, on voit ici déjà 2 universités représentées, Mme Goulet et Mme Ricard de l'Université de Montréal, où je suis présentement la relève de Mme Ricard, et du côté de McGill, Céleste Johnson. L'exigence d'avoir ces 2 universités-là était de la part du donateur. Donc, le début du groupe a été créé Montréal-McGill pour créer une cohésion d'abord à Montréal, parce qu'on comprend que nous, dans l'illustration, c'est qu'il y a une montagne entre les 2 qui s'appelle le Mont-Royal, et de chaque côté de la montagne, il y a une université, une francophone, une anglophone, et les chercheurs de ces 2 universités-là menaient des travaux parfois parallèles. On a entendu le silo et on a tenté de merger ces expertises-là. Depuis 2008, on travaille maintenant avec l'Université de Sherbrooke et l'Université Laval, et vous voyez ici la photo de l'inauguration de la cohésion qui est arrivée avec les 2 autres universités qui offrent pour l'instant des programmes de doctorat. Donc, on comprend que créer déjà des synergies avec 2 cultures, donc on parle culture anglophone, francophone, et ensuite des cultures de différents milieux. Donc, on a fait une belle cohésion avec ce lancement-là. Et vous voyez les noms des gens, Luc Mathieu, qui est le doyen de l'Université de Sherbrooke, Mme Lemie Roger, qui est notre présidente de conseil d'administration, Hélène Hazer, doyenne de l'Université McGill, Céleste, qui était la directrice à l'époque, Mme Gérard, qui est notre doyenne de la Faculté des sciences infirmières, et Joanne Gagnon, qui est de l'Université Laval.
Donc, en 2012, nous sommes 2 co-directrices, Nancy Philly et moi-même, notre employée permanente Catherine Amélie, Mme Lemire Roger, qui est notre présidente, et on a un président du comité scientifique qui est Sean Clark, qui est présentement titulaire d'une chaire de recherche à Toronto et qui revient à Montréal cette année. Les grands axes de recherche et les questions abordées, nos leaders du départ ont vraiment eu une vision qui était très, je pense, à date, de travailler, de mettre nos efforts en commun pour travailler sur l'intervention clinique. Donc, c'était la thématique de départ qui a été retenue. On a défini l'intervention clinique et on s'entend que ce n'est pas une définition qui peut rejoindre tout le monde, mais par un ensemble d'actions, des actions ou un programme qui relève de notre champ de pratique professionnel et qui est exécuté ou pratiqué auprès de différentes clientèles de soins. Donc, ici, on parle de patients, familles, groupes, population. J'entendais tantôt une autre personne parler de résultats cliniques. Ce fut un autre choix du départ de se concentrer sur des recherches qui étaient pour avoir des impacts sur des résultats cliniques chez les patients. Donc, ça pouvait être santé physique, psychologique, sociale, évaluer chez la clientèle, indicateurs de qualité de soins et aussi l'utilisation des services. Ça peut être dépistage de cancer, retour aux urgences, etc. La deuxième question, notre deuxième objectif, c'était le développement de la relève et un des grands moyens qu'on a utilisés dans les dernières années fut le financement de bourses d'études. Et ici, on arrive, par exemple, si je prends 2010-2011, à peu près à 30 projets qui étaient subventionnés par le financement du GRISIC, dont plusieurs que vous allez voir ici sont des finissantes ou des gens qui sont au doctorat en sciences infirmières. Ça a été notre concentration. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de financement qui a été fait à ce niveau-là. J'arrive ici à la question 2, les retombées des résultats de recherche sur les pratiques, et je vais illustrer, ce sont des exemples, il y en a plusieurs parmi nos équipes de chercheurs qui ont développé des thématiques de recherche. Et ici, je vous parle de celle de Mme Francine Ducharme, qui est dans une séance parallèle à côté, qui a une chaire en soins infirmiers à la personne âgée et la famille, qui a développé beaucoup de programmes et qui ont même mené à des guides de politique pour améliorer les soins aux personnes âgées. Donc, Francine est dans la salle à côté, est accompagnée d'une équipe merveilleuse de personnel et d'étudiantes, qui sont peut-être ici d'ailleurs. Une autre équipe travaille beaucoup sur la gestion de la douleur. Et ici, on a, par exemple, je vous présente Sylvie Lemay, qui est professeure à notre faculté à Montréal, qui a gagné le prix de transfert de connaissances de la Société canadienne de la douleur et elle va aller recevoir son prix bientôt. L'an dernier, c'était une autre de nos professeurs, Géraldine Martorella, qui a terminé son doctorat, je pense, en 2011-2010, sous la direction d'une de nos chercheurs, Mme Josée Côté. Et il y a eu d'autres prix, évidemment, qui ont été décernés à cette équipe-là. Je mentionne Mme Johnson, qui a reçu le prix du centenaire du Canada de l'Association des infirmières et infirmiers, Mme Johnson, qui est maintenant à la retraite, mais qui travaille toujours en recherche. Donc, la gestion de la douleur, il y a vraiment une belle équipe. On a aussi une équipe des gens qui travaillent beaucoup en transfert de connaissances, qui sont, par exemple, je vous mentionne Sonia Semenik, qui est de McGill, Carmen Loisel et Judith Ritchie, qui est une leader dans le domaine à Montréal sur le transfert de connaissances. Je vous dis, c'est ma lunette GRISIC, donc c'est des gens de McGill qui ont été, que j'ai retenus ici. Donc, c'est vraiment un pôle de recherche qui a été développé. Par exemple, Mme Ritchie fait des programmes de recherche pour implanter les meilleures pratiques dans les milieux de soins et évaluer les impacts cliniques. Une autre équipe que vous connaissez peut-être, Mme Josée Côté, qui est localisée au CHUM, qui a une chaire de recherche sur les nouvelles pratiques et technologies. Elle a fait une présentation hier de sa plateforme Vitavie. Elle travaille en étroite collaboration avec Geneviève, qui est une personne fantastique. Elle a des étudiantes, dont Pilar, que vous voyez ici, qui a développé aussi une intervention infirmière axée sur l'adhésion au traitement chez les patients atteints de VIH. Une autre équipe, développement de l'enfant. Ici, je vous présente Mme Philly, qui travaille vraiment dans le développement du nouveau-né et de l'enfant. Et Mme Linda Bell, une nouvelle collaboration, quand on parlait de cohésion, Mme Bell qui vient de l'Université de Sherbrooke. Donc, les deux étaient dans le même domaine et font des travaux présentement qui vont mener à des demandes de subventions. Et bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté du fait de vous parler un peu de mes travaux qui sont dans ce bel hôpital, l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, c'est une autre thématique de recherche qu'on développe.
Et je vous donne juste quelques exemples. Un projet de recherche qu'on a fait qui s'appelait Transit UC pour développer une intervention infirmière visant à favoriser le retour à domicile suite à un infarctus du myocarde. Et ce qu'on voulait, c'est amener les gens, les patients, qui sortaient de l'unité coronarienne après 2 jours suite à un infarctus. C'est pas long, 2 jours, hein? Donc, on se disait, ce serait important qu'ils se dirigent vers la prévention secondaire. Et l'intervention infirmière qu'on a développée, testée, a permis d'augmenter du double des gens qui sont allés en prévention secondaire. Et on sait que ceci fait un impact très important au niveau de la santé des populations. Une étudiante, Véronique Paradis, que vous voyez ici lors de la réunion à l'Ordre des infirmières durant laquelle il y a eu la motion de baccalauréat initial. Et Véronique a développé dans mon laboratoire aussi une approche motivationnelle basée sur les stades de changement chez des patients insuffisants cardiaques. On mène un projet maintenant qui combine l'Institut de cardiologie et l'Hôpital de Québec. Et on essaie de voir comment implanter cette approche-là dans ces 2 hôpitaux-là. Donc, on a encore une collaboration qui se fait pour partager nos ressources et nos expertises. On développe des outils cliniques. Je vous montre ici un exemple d'outil qui a été développé par Véronique. C'est un algorithme qui peut être utilisé en pratique pour évaluer non pas seulement les stades de changement, tout le monde connaît Prochaska, ses limites et ses forces. Donc, on combine l'approche motivationnelle avec l'approche de Prochaska. D'autres projets d'étudiantes dans mon laboratoire, et oui, c'est une grande force de pouvoir avoir un endroit qui réunit les gens. Premièrement, parce que ça nourrit énormément les chercheurs. Ça permet une collaboration extraordinaire entre les étudiantes. Et c'est 3 étudiantes qui sont ici présentement au congrès et qui présentent leurs travaux. Tania Maillot, Mélanie Charchalis et Evelyne Dufresne. Vous voyez qu'elles développent des interventions infirmières auprès de différentes clientèles cardiaques. Tania, c'est pour la gestion du délirium aux soins intensifs suite à une chirurgie cardiaque. Mélanie a développé une intervention pour améliorer l'adaptation physiologique et ce qu'on appelle l'acceptation d'un défibrillateur cardiaque implantable. Et Evelyne va évaluer les besoins d'information puis les besoins de ce que les familles aimeraient qu'on leur procure comme soins infirmiers dans un épisode de délirium. Donc, là, les posters étaient présentés hier et Evelyne présente jeudi. Donc, passons à l'autre question. Quelles sont les sources et l'importance du financement? Je vous ai fait une petite copie ici de la page web du GRISIC, notre groupe, qui va bientôt se transformer en réseau. Les sources de financement du GRISIC sont la Fondation Newton, qui est une fondation privée, au départ, qui a eu du financement pendant les 4 premières années, et ensuite qui a été annulée de façon prévue. Les sources de financement officielles maintenant, c'est le FRSQ, qui est un organisme québécois national, offrant des fonds sur concours, évidemment, ce n'est pas donné, c'est une grosse compétition. On est en compétition avec d'autres disciplines comme les sciences fondamentales, etc. Et il y a une contrepartie des universités, les 4 universités participantes, donc on parle Montréal, McGill, Sherbrooke et Laval, qui permettent de financer des projets aussi étudiants et de chercheurs. L'ordre des subventions obtenues à partir du GRISIC, les chercheurs sont allés chercher près de 9 millions de dollars en 2010-2011 de subventions externes avec les leviers qui ont permis de développer ces subventions-là. Externes, aussi, il y a des fonds publics, fonds de recherche en santé, les instituts de recherche au Canada, la même chose, mais au niveau canadien. On a aussi les fondations, comme on a entendu dans d'autres pays, Fondation Alzheimer, maladie du cœur, diabète, personnes âgées. Donc, je pense que c'est à peu près le même style de financement. Au niveau de l'importance de la diffusion des résultats dans les publications, j'ai fait ici encore une copie d'une présentation qu'on a donnée pour présenter au FRSQ qui nous donnait des sous, combien est-ce qu'on avait de publications. Et vous voyez qu'avec les années, on a une 60aine minimum de publications, le groupe, j'entends, avec comité de lecture dans des revues scientifiques de haut calibre. Et évidemment, il y a d'autres publications.
On a des publications vraiment qui portent sur les méthodes de recherche en intervention. Je parle ici, par exemple, un article qu'on a développé avec ma collègue Josée et Nancy Philly sur l'importance de procéder à une étude pilote pour les essais cliniques aléatoires en matière d'intervention. Il y a d'autres gens qui travaillent sur la douleur, d'autres personnes sur les mesures de douleur. Donc, les équipes travaillent ensemble pour développer de la recherche et de la science sur l'intervention. Toujours en combinaison avec différentes universités, on s'entend. Publication de recherche dans les revues professionnelles, la plus courante chez nous, c'est Perspectives infirmières, qui est publiée par l'Ordre des infirmières. On voit ici des résultats, l'éclairage à l'unité néonatale, les représentations sociales liées à l'insuffisance cardiaque, pratiques infirmières et recherche. Donc, les infirmières de notre groupe publient dans les revues scientifiques et professionnelles également. On a des chapitres de livres aussi. Ici, on a Mme Fabie Duhamel, Mme France Dupuis, qui sont des professeurs à notre Université de Montréal, qui ont participé à un livre. Il y a des gens de McGill aussi, je parle d'Ariella Lang, qui collaborent avec Mme Duhamel sur les soins à la famille, etc., et qui font des publications dans ce type de publications. Donc, aussi, une autre forme, on a fait en 2011 un symposium international de recherche en sciences infirmières qui s'est tenu à Montréal. Donc, c'était le premier. Il y a eu 73% des participants qui venaient, oui, du Canada, mais on a eu des gens de l'Europe, des États-Unis et d'autres pays. Et une des raisons, peut-être, qu'il y avait les gens d'Europe aussi nous disaient, et des États-Unis, que le contexte économique était une grosse limite. On pensait tenir un symposium en 2014 et on va devoir peut-être attendre une année ou deux parce que notre financement est en renouvellement et moindre que prévu. On avait des conférences plénières pour vous donner un peu l'ampleur de l'événement au symposium. Dr. Vicky Cohn, Dr. Francine Ducharme, qui est titulaire d'une chaire de recherche chez nous dont je vous ai parlé, Mme Jo Rycroft-Malone, spécialisée en transfert de connaissances, et Mary Naylor, qui nous a parlé des modèles de soins transitionnels. Donc, c'était vraiment une conférence de haut niveau et on espère la retenir dans quelques années. Et je vais finir pour vous présenter le nouveau réseau de recherche. On se transforme de groupe à réseau. Et encore ici pour réunir les forces de recherche en sciences infirmières. Et maintenant, en combinant les domaines de l'intervention dont je suis issue, vous m'entendez très bien parler, j'ai une couleur intervention clinique, avec des collègues qui travaillent principalement en organisation des soins, c'est des gens qui viennent principalement du Centre Ferrazzi, et des collègues qui travaillent principalement en pédagogie, formation, et c'est des collègues du CIFI, et je vois Mme Jacinthe Pépin ici, qui est ma principale collaboratrice dans ce domaine de formation. Nos priorités, c'est les priorités qui ont été établies par l'organisme national québécois. Les problèmes de santé chronique, on se rejoint un peu dans tous les pays. Les soins de première ligne, incluant l'accessibilité, les nouveaux rôles, et les soins personnalisés, donc dans la prestation de soins de qualité, entre autres aux populations vulnérables. Et on pense ici, par exemple, aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, aux personnes en santé mentale, aux personnes âgées. Donc, les priorités ont été choisies en fonction des priorités de notre clientèle au Québec. Donc, on réunit trois groupes, le GRISIC, vous nous connaissez déjà, Mme Jacinthe Pépin qui est ici, et M. Carl Hardy-Dubois, qui est directeur du Centre Ferrazzi. L'idée derrière cette réunion-là, c'est de faire des recherches qui soient plus riches, c'est-à-dire de dépasser chacun de notre côté l'intervention clinique, d'aller chercher nos amis pour dire comment est-ce que je peux maintenant que j'ai développé mon intervention clinique, l'implanter correctement en faisant une formation de qualité. Donc, je vais aller voir mon amie Jacinthe. Et comment est-ce que l'organisation va être capable d'accueillir ça? Et on va aller voir notre ami Carl Hardy. Et cette cohésion-là, nous pensons, est un gage de meilleure qualité dans le développement de la recherche au Québec. L'organisation est assez standard, une direction, une co-direction avec nos directeurs associés qui viennent de Ferrazzi et CIFI, comité scientifique, 3 plateformes, 3 regroupements stratégiques que je vous présente tout de suite. Donc, vraiment, les objectifs, c'est d'augmenter encore la capacité et surtout la cohésion, de faire des recherches qui ne sont pas, on entendait le mot silo, intervention clinique, organisation, formation. Maintenant, on va financer, subventionner, encourager, favoriser le réseautage entre ces disciplines-là.
On veut aussi continuer à stimuler le développement, la mise en application de pratiques innovantes. On parle de transfert, augmenter l'accessibilité. On a un objectif de développement de réseautage international. On a du chemin à faire, nous aussi. Et augmenter la visibilité internationale. Parfois, on regarde nos travaux, on se dit que ce n'est pas connu, sauf par peut-être une petite proportion de gens quand on va publier dans des revues, par exemple anglophones, américaines. Ce n'est pas beaucoup de gens qui vont peut-être les lire. C'est bien pour la carrière de professeur, comme on parlait tantôt, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur moyen pour que ces pratiques-là arrivent dans les soins à nos clientèles. On veut aussi intégrer des ressources. On va essayer de voir comment est-ce qu'on fait créer des banques de données, résultats de recherche, des expertises méthodologiques, des plateformes. On veut optimiser l'accès à l'utilisation des ressources par la communauté scientifique et professionnelle, bien sûr. On a développé un cadre intégrateur, donc vous allez avoir accès à toutes ces diapos-là plus loin, dans lequel on combine nos priorités de recherche, la gestion des maladies chroniques et fin de vie, soins personnalisés et l'accessibilité continuité des soins, et aussi en combinant du côté droit les 3 domaines, intervention clinique, intervention en formation infirmière et intervention en organisation des services. Et bien sûr, entre ces 2 miroirs-là, on a la plateforme Ressources, transfert de connaissances et développement international. J'achève, ça va bien. Nos regroupements stratégiques, le premier porte sur la gestion des maladies chroniques et soins de fin de vie. J'essaie de trouver le bon mot. Les personnes responsables sont Mme Josée Côté de l'Université de Montréal et Mme Virginie Oli de l'Université McGill. Ils vont développer 2 sous-catégories, une portant davantage sur les technologies de l'information et des communications, qui est l'expertise de Mme Côté, et des interventions novatrices dans les soins à la personne famille. Et à l'intérieur de chacun de ces regroupements-là, les 60 chercheurs du réseau se sont choisis un endroit. Le deuxième regroupement porte sur l'accessibilité, continuité et sécurité des soins, va être sous la supervision et la responsabilité de Mme Caroline Larue de notre université et Karl Hardy Dubois. Donc ici, on voit Caroline vient plus du milieu de la formation, Karl Hardy vient plus du milieu de l'organisation des services. L'autre axe, c'est soins personnalisés. On a 2 personnes de McGill qui portent sur la douleur, qui se sont portées volontaires, Céline Gélina et Sonia Semenik. On a 3 plateformes et ici, on va reconnaître nos amis de Laval et Sherbrooke. La plateforme Ressources va être sous la supervision de Cécile Michaud, qui est ici, et Sylvie Lemay, qui est de l'Université de Montréal. Une plateforme transfert avec Damien Contandriopoulos de l'Université de Montréal et Joanne Gagnon de l'Université Laval. Et la plateforme Développement international sous la responsabilité de Jacinthe. Et alors voilà, madame, je vous montre mon petit cœur que je traîne toujours. Donc, le cœur pour dire que les soins, c'est notre passion et l'intervention en sciences infirmières, c'est notre passion. On va être maintenant 60 chercheurs réguliers. L'idée était de créer d'abord une cohésion et le dernier conseil d'administration, on a proposé d'élargir et on va faire des invitations bientôt à nos amis des autres universités et nos amis décideurs, nos amis cliniciens de revenir nous joindre pour développer des recherches encore plus riches en sciences infirmières. Et je vous remercie. Merci infiniment, Sylvie Cossette, pour cette belle présentation. Alors maintenant, nous serions rendus à la période de questions, commentaires. Vous avez une occasion unique, finalement, de partager vos impressions, vos questionnements directement auprès de nos conférenciers et panélistes. Alors, c'était un beau tour de piste. Je pense que l'espace francophone est bien occupé actuellement. Et on voit finalement qu'on avance un petit pas, mais ce que je retiens de ces 4 conférencières-là, ils ont de la vision, ces femmes, ils ont finalement un objectif et ils sont convaincus, ils sont passionnés par leur recherche et ils sont convaincus que cette recherche-là est nécessaire pour donner le meilleur soin de qualité aux patients. Alors, j'inviterai finalement des collègues dans la salle à prendre les micros. Il y en a 2 finalement à l'étage et 2 ici, le 3 et le 4 aussi. Réaction? Alors moi, ce que je poserais finalement à mes collègues, comment on réagit lorsqu'on voit toute cette
ce beau développement, parce qu'il y a un état des lieux dans chacun des espaces francophones, que ce soit au Liban, en France, en Suisse ou au Québec, au Canada. Comment on réagit finalement en regard de cette belle évolution-là, qui a des caractéristiques culturelles, sociales, politiques, mais on le sait que finalement, qu'il ne faut absolument pas laisser tomber, il faut de la vision, il faut finalement partager, il faut se lier entre nous. C'est comme ça finalement qu'on avance, parce que je pense que du côté du Québec, en tout cas moi, pour avoir été témoin à titre de clinicienne, chercheur et professeur associé à la faculté, je sais que tout ça finalement est possible, mais ça demande un travail de longue haleine, ça demande un travail finalement de détermination. Alors j'inviterai finalement mes collègues à voir, c'est quoi leur impression après ce parcours. Ah, j'ai une collègue au micro numéro 4, alors je vous inviterai finalement à vous présenter et puis poser la question et à qui vous vous adressez particulièrement. Oui, alors je crois qu'on m'entend. Je suis Marlene Dabrion, je viens de la France. Je suis docteur en sociologie et j'enseigne au niveau des soins infirmiers. Donc on est devant cette problématique, enseigner les soins infirmiers, enseigner la recherche et ne pas être codifié comme science. Alors, ma question s'adresse... Alors, je suis très contente d'entendre toutes ces communications. Oui. Ça me donne de l'espoir, puisque je suis retraitée de la fonction publique et je refuse de prendre ma retraite pour rester pour former les étudiants. Donc, je suis contente de voir qu'à tout âge, on peut s'intéresser à la recherche. Et les communications ont été fort intéressantes pour moi et ça conserve ma libido. Voilà. Donc... Ma question s'adresse à Madame Aymard. Alors, je dirais, effectivement, je la connais bien, mais théoriquement, c'est la première fois que je la vois réellement. Donc, c'est vrai, il y a 2 personnes qui ont une habilitation à encadrer des doctorants, oui, mais quelle place on peut prendre, quelle collaboration qu'on pourrait développer, nous qui sommes... Il y a quelques docteurs, j'étais à côté de Madame Jovic, et puis elle a fait un recensement où il y a eu 28 docteurs, mais on se dit dans le réseau de docteurs qu'il y a peut-être près d'une centaine. Alors, quelle collaboration qu'on pourrait développer autour de vous, ou d'une façon ou d'une autre, pour que nous aussi, nous soyons vraiment engagés dans ce processus de recherche que vous propulsez. Voilà. Docteur Aymard. Merci madame. Effectivement, il y a certainement beaucoup plus de docteurs, enfin de personnes qui ont un doctorat, d'infirmières qui ont un doctorat que le tableau met en évidence, puisque c'est uniquement les infirmières qui ont répondu qu'elles en avaient un, et on sait très bien que quand on fait une passation de questionnaire, il y a des personnes qui ne répondent pas. Alors qu'elles ont un doctorat. L'autre point par rapport à pouvoir recenser les infirmières qui ont un doctorat est lié au fait que, et ça relève à une de vos questions, l'absence de discipline en sciences infirmières en France est quand même un problème, même si nous convenons que c'est très intéressant d'avoir un éclairage pluridisciplinaire sur les problématiques de recherche en soins infirmiers. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'une infirmière fait un doctorat ou suit son doctorat dans une autre discipline, ce qui lui est demandé, c'est un cadrage dans la discipline d'hébergement, ce qu'on conçoit tout à fait. Donc, lorsqu'une infirmière a un doctorat en France et fait sa carrière universitaire, ce qui est mon cas, et je ne suis pas la seule, dans une discipline d'hébergement, toute notre évaluation porte sur nos publications dans le champ disciplinaire d'hébergement. En ce qui me concerne, par exemple, mon évaluation de mon activité de chercheur s'inscrit uniquement sur mes publications que je fais en sciences de l'éducation. Et l'évaluation est très difficile en France, puisque si nous sommes évalués comme non publiants, nous ne pouvons plus appartenir au laboratoire de recherche. Donc on voit bien que, bien évidemment, on reconnaît l'intérêt d'une approche pluridisciplinaire du soin infirmier, on reconnaît l'intérêt de travailler en collaboration avec des psychologues, des sociologues, des médecins et
et d'autres disciplines, des philosophes, des épistémologues et une pluralité disciplinaire sur les questions de soins infirmiers, mais cela n'empêche pas la nécessité vraiment forte pour la France et pour d'autres pays de créer une discipline en sciences infirmières. Et là, effectivement, moi je veux dire que toutes les disciplines, j'en appelle, parce qu'en ce moment, je vous disais, la France, on vit une période charnière. Je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent, mais je pense que c'est très fragile. Et j'en appelle à toutes les bonnes volontés, toutes les personnes impliquées dans des disciplines connexes qui souhaitent aider la France dans la création de cette discipline pour pouvoir collaborer avec nous, eh bien, de nous apporter ce soutien pour qu'on y arrive, pour avoir la création de cette discipline qui n'a rien d'une démarche corporatiste, mais au contraire, qui a comme démarche le positionnement scientifique nécessaire pour que les collaborations interdisciplinaires soient les plus fructueuses. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. Merci, Dr Aymard. Alors, le micro numéro 4 et le numéro 3 par la suite. Nous disposons jusqu'à 16h20 pour les questions, de sorte que vous pourriez à ce moment vous déplacer vers la séance parallèle suivante. Oui, monsieur. Oui, Philippe Tisserand, président de la Fédération nationale des infirmiers, fédération française qui représente les infirmiers d'exercice libéral, soit 80 000 professionnels. Et ma question s'adresse aussi à Madame Aymard, qui a répondu en partie, mais vous avez dit, Madame, bon, l'enthousiasme devant les beaux modèles présentés. Désolé, Français, je ne vais pas faire, selon la légende des Français, je dirais, de l'Astérix chez les Gaulois et de la franchouillardise, mais on n'est pas très fiers de notre modèle. Et moi, je trouve un profond décalage, Madame Aymard, entre votre bel enthousiasme, et vous avez certainement raison de l'être, et le décalage qu'on vit. Vous nous dites que vous militez pour la reconnaissance par l'enseignement supérieur et la recherche des sciences infirmières comme discipline. Moi, français, je ne vous entends pas. Enfin, je vous entends ici à Genève, je ne vous entends pas en France. Quelque part, et j'aboutis à ma question, parce que on sent un bel enthousiasme dans ce que vous faites, vous y croyez, ça se sent. Maintenant, avez-vous pensé à l'utilisation que peut faire le ministère de la Santé, qui ne veut pas lâcher les infirmières? Pour avoir vécu toutes les concertations ministérielles dans la représentation des infirmiers libéraux, j'ai vécu ça comme un profond mépris du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France à l'égard des infirmières, du corps infirmier, je veux dire, sous couvert effectivement d'approche pluriprofessionnelle. On nous a toujours dit qu'un psychologue ferait mieux l'affaire. Je veux dire, maintenant, ne craignez-vous pas, dans la position qui est la vôtre avec Madame Breton-Tondeur, quelles que soient les avancées, et je ne reviendrai pas là-dessus, et ce que vous faites pour faire avancer le sujet, ne craignez-vous pas d'être une caution infirmière du ministère de la Santé pour justement que jamais n'émerge en France une vraie filière complète LMD en sciences infirmières? Je vous remercie, monsieur, de votre question. Et de votre point de vue, alors, ce que je voudrais dire, c'est que même si je suis enthousiasme, c'est normal. Je pense que c'est par l'enthousiasme qu'on peut arriver à gagner des combats. Pour autant, je ne me fais pas d'illusions non plus sur certaines difficultés, c'est ce que j'ai dit. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une écoute au niveau du ministère de la Santé et au niveau de la Haute Autorité de Santé. Très souvent, par exemple, les personnes disent, mais, et là je n'ai pas voulu le mettre en avant sur les réinvestissements des travaux, mais très souvent, par exemple, les étudiants disent, mais est-ce que les travaux de recherche sont repris par le ministère de la Santé et par la Haute Autorité de Santé en termes de recommandations? Et ma réponse, c'est oui.
Ma réponse, elle est oui, et elle est oui avec un oui fort, puisque si vous voulez, sur, par exemple, les travaux que je fais en éducation thérapeutique, le ministère de la Santé et la Haute Autorité de Santé m'a sollicité pour les recommandations à partir de ces travaux-là. Donc, si vous voulez, j'entends bien les difficultés que l'on peut avoir, et je pense, c'est pour ça que je dis que nous vivons une période assez passionnante et fragile. Par contre, je pense qu'au-delà de leur jeter la pierre, il faut vraiment aujourd'hui travailler à notre reconnaissance, produire des résultats de recherche, les publier dans des revues internationales, et c'est à partir de cette publication dans les revues internationales que la Haute Autorité de Santé et le ministère nous appellent pour utiliser nos travaux. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'aurais un regard certainement moins pessimiste que vous. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, la collègue au micro numéro 3, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour la parole. C'est Odette Mwamba, directrice de soins infirmiers à la clinique Ngaliema à Kinshasa, RDC. En fait, je n'ai pas une question comme telle, mais je voudrais réfléchir à haute voix avec mes collègues que je tiens à féliciter sincèrement pour la qualité de travaux qu'elles viennent de réaliser. Je me rends compte qu'effectivement, tous les travaux de recherche sont menés soit au Canada, soit en Europe. Et tandis que les résultats de ces travaux, nous les consommons en Afrique. Je voudrais inviter mes chères dames à venir en Afrique mener des travaux de recherche et je vous offre mon hôpital comme terrain de recherche. Venez. Merci. Faites vos recherches et en ce moment-là, ces résultats-là vont nous servir à la base et ça va nous aider à améliorer la prise en charge de nos malades. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre intervention. Nous allons prendre une dernière intervention avant de se quitter. Ah, excusez, Claire, je vous cède la parole. Alors, permettez-moi de répondre à notre collègue d'Afrique. Il ne faut pas inviter les gens qui sont en avance de venir faire les recherches chez nous, mais il faut qu'ils viennent chez nous pour nous aider à faire de la recherche et pour développer des expertises. Parce qu'on ne peut pas, même, c'est vrai que les professeurs, c'est avec le développement de ces relations internationales, c'est très important. Mais il n'y a que nous qui comprenons la culture, la population chez nous. On peut adopter, mais il faut adapter. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait collaboration. Et là, vraiment, merci Sylvie pour dire que c'est la cohésion. C'est vrai que la cohésion peut être dans un seul pays, mais aussi cette cohésion et cette synergie entre plusieurs pays et non pas venez faire chez nous. Moi, il faut venez nous apprendre et on fera dans les deux pays. Merci. Oui, vous voulez ajouter brièvement. Numéro 3, Madame Odette? Oui. Merci Odette. En fait, vous avez vu l'enthousiasme avec lequel nous avons accueilli la déclaration du CIDIEF. C'est pour vous dire que nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour mener de recherche dans nos pays. Si nous vous invitons chez nous, c'est que nous allons aussi profiter de votre expertise pour peut-être faire un travail après un certain temps. Mais dans un premier temps, nous vous invitons à venir vers nous. Quand nous aurons les performances, nous allons mener nos recherches nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci. Nous allons prendre une dernière intervention, le micro numéro 4. Bonjour. Rima Sassine de la Faculté des sciences infirmières Saint-Joseph du Liban. Je vous remercie pour toute cette présentation. Ma question est pour Madame Zablit, qui connaît très bien le contexte libanais. Et après avoir entendu nos collègues du Québec, de la France et de la Suisse, qu'est-ce que vous pensez? Par quelle stratégie faut-il commencer pour promouvoir cette recherche dans le contexte libanais? Est-ce que c'est au niveau ministériel, national, au niveau de l'ordre? Par quoi commencer? Par quoi commencer? Il n'y a pas un début, il y a plusieurs débuts. Il faut commencer et par le gouvernement, mais moi je dis il faut commencer par nous. Nous, dans la mesure, et
Et vraiment, l'expérience québécoise m'a donné des idées maintenant. Et Sylvie a beaucoup insisté sur la synergie, sur la cohésion. Et on a vu dans ce groupe, moi qui parlais déjà que nous manquons d'expertise et nous manquons de données ou de subventions. C'est vrai, on a besoin d'argent, mais il faut sortir des résultats pour que les gens nous valorisent et les gens croient en nous. Même si nous travaillons uniquement sur des comportements de santé et non pas sur la science réelle que les médecins font. Mais je dis c'est la cohésion. Et moi, la première des choses, d'ailleurs c'est sorti dans notre focus group, c'est se regrouper. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait échange d'expertise. Et avec cet échange d'expertise, alors l'union fait la force, on dit, c'est vrai. Et là, à ce moment-là, on sera vraiment dans des groupes, dans des thématiques spécialisées. Et là, nous développerons notre travail. Mais bien sûr, la première des choses, d'ailleurs, c'est la formation doctorale aussi. Parce qu'il faut être formé à des connaissances au processus de la recherche aussi. Merci infiniment. Merci, mes chers collègues. Ce fut 2 heures mémorables pour moi. Alors, je vous souhaite bonne continuation. Merci.